Bonjour à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour cette petite semaine de 2 jours pendant laquelle j'espère quand même qu'on va finir cette grosse leçon sur l'Union européenne. La dernière fois, donc la semaine dernière, on avait insisté sur les inégalités territoriales et de richesse qu'il existait importantes entre l'Europe. J'espère que tout le monde a colorié sa carte sur effectivement cette Europe, si on peut dire, à 3 vitesses. Vous vous rappelez, entre l'Ouest, le Sud et puis une partie de l'Europe de l'Est qui est encore plus en décalage. Et je vous avais dit qu'effectivement, on allait parler aussi des politiques qui étaient mises en place par l'Union européenne pour réduire ces inégalités, en tout cas tenter d'essayer de les réduire le plus possible. Alors j'aurais pu prendre plein de projets différents parce qu'il y en a des centaines en fait de projets dans les différents pays de l'Union européenne. J'ai essayé de choisir un projet qui est pas très loin de chez nous et qui est assez parlant. Donc on va lire le texte ensemble et puis ensuite on va essayer de répondre aux questions que j'avais prévu de vous poser. Alors, le projet donc Ederbidea, donc déjà c'est un nom basque, de développement des déplacements cyclables transfrontaliers, donc c'est un projet qui court de 2014, donc qui a commencé en 2014 et qui doit s'achever en 2020, donc à la fin de l'année. Alors, le projet Ederbidea vise à développer les mobilités durables cyclables sur le territoire transfrontalier que constituent la Guipúzcoa, la Navarre et les Pyrénées-Atlantiques, en complétant l'offre de transport actuelle, automobile, bus et train, par un axe mobilité durable pouvant constituer la base d'un réseau à développer. Après avoir convaincu les usagers par l'approche loisir, plaisir du vélo, il s'agit à présent de l'intégrer dans le quotidien. Ce projet est financé par le FEDER, Fonds européen de développement régional, dans le cadre du programme POCTEFA, France-Espagne-Andorre, soit 189 308 millions, pris en charge par l'Union européenne sur un montant total de 288 964 102 euros. Voilà. Alors, les questions que je voulais vous poser donc à travers ce projet, tout simplement, j'active, c'est déjà en quoi consiste le projet. Deuxième question, qui le finance en grande partie. Et enfin, troisième question, dans quel but financer tout cela? Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre en regardant le texte. Je vous conseille de faire pause sur la vidéo et partie de gauche dans le cahier qui est libre. Vous pouvez essayer de répondre au crayon de papier. C'est pas grave si vous vous trompez. L'essentiel, c'est de continuer en fait à s'entraîner parce que effectivement, le retour à l'école, je pense, va être compliqué si on garde pas ses habitudes effectivement même si on se voit pas, de continuer, c'est de faire des exercices par vous-même et de jouer le jeu. Voilà. Alors, on fait pause et ensuite on corrige ensemble. Alors, on imagine que vous avez donc essayé de tenter de répondre à ces questions qui sont quand même relativement simples. Je pense que même un 6e ou un 5e pourrait trouver les réponses. Donc la première question, c'est en quoi consiste le projet. Donc on est bête et méchant, on a lu le texte ensemble. Dès le départ, on vous dit vise à développer les mobilités durables et notamment cyclables. Vise, ça veut dire qu'on vise un but, d'accord? Donc ce projet vise effectivement à développer les moyens de transport qui existent donc transfrontaliers. On voit bien entre ces 3 départements français et ces différentes régions espagnoles. Donc c'est un projet transfrontalier, il y en a beaucoup d'autres, avec par exemple l'Allemagne et d'autres pays transfrontaliers sur la partie Est. Moi j'ai choisi celui-là parce que souvent effectivement on va plutôt du côté de l'Espagne, nous dans le Lot-et-Garonne. Et ce projet donc avait déjà développé des axes automobiles supplémentaires, des voies de bus supplémentaires, avait étoffé le réseau ferroviaire. Et là, l'idée, en plus, c'est de développer une voie finalement cyclable, durable, pas seulement pour se balader pendant les vacances, parce qu'ils le disent un petit peu plus loin. L'idée, c'est effectivement d'avoir fait découvrir l'intérêt du vélo comme loisir et comme plaisir, mais ici, c'est vraiment de l'intégrer dans le quotidien, c'est-à-dire de développer les pistes cyclables partout ici, en fait, pour permettre aux gens, par exemple, de se dire quand il fait beau, surtout que le climat est plutôt chaud dans ces régions, de se dire plutôt que d'aller au boulot en voiture, effectivement, de prendre l'habitude de prendre le vélo. Donc ça répond en fait, on verra, mais je répondrai je réponds pas tout de suite à la question 3. Donc, question 1, on pouvait souligner ça, et éventuellement souligner aussi ce passage
montrant qu'on veut intégrer vraiment le vélo au-delà d'un loisir dans les usages quotidiens en fait des citoyens européens. Question numéro 2, qui finance en grande partie le projet. Alors là, c'est clair, c'est marqué, il y a le même mot dans la question que dans le texte. Donc ce projet est financé par le FEDER, c'est-à-dire le Fonds européen de développement régional, et on s'aperçoit que la somme est considérable puisque en grande partie quand même, sur les 288 millions du budget, j'arrondis, il y a quand même 189 millions qui sont pris en charge et financés par l'Union européenne pour développer ces voies cyclables et étoffer les voies de transport de manière, on va dire, des moyens de transport plutôt verts, tournés vers le développement durable. Donc c'est énorme. Vous voyez qu'effectivement, ils ont obtenu des subventions très importantes de l'Union européenne. Alors, question numéro 3, dans quel but? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Le but, il est évident, déjà, je vous l'ai marqué dès le début. Le but de ce type de projet, c'est de réduire les inégalités entre les pays européens. Pourquoi on l'avait dit? L'Espagne est un pays qui est en décalage économique par rapport à, on va dire, la mégalopole européenne dont on avait parlé la dernière fois. Donc, en essayant de développer des projets de transport, vous savez que le transport, c'est le cœur de l'économie. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de développement économique. Donc, en développant les moyens de transport, effectivement, le but, c'est de doper aussi l'économie espagnole, de l'aider et de créer des liens plus forts encore entre la France et l'Espagne. Sans compter que la France, c'est un axe de transport, de transport entre l'Espagne et les autres pays européens. C'est aussi un pays de passage au niveau du transport. Donc, c'est important de développer ces voies de transport pour doper l'économie espagnole, donc de réduire les inégalités. Mais il y a aussi une autre idée que vous auriez pu certainement, je pense que certains y auraient pensé, c'est que c'est pas n'importe quel moyen de transport qu'on développe. On essaye de développer en fait des moyens de transport verts, si je peux dire. Donc vous l'avez compris, des moyens de transport écologiques, parce que l'Europe s'implique aussi beaucoup dans tout ce qui est développement durable. Et donc ça, on pourrait dire que c'est un deuxième but, c'est aussi de soutenir toutes les initiatives, tous les projets qui vont se tourner vers une Europe durable, vers des projets écologiques. Et donc l'Europe aussi soutient beaucoup ce type de projet. Alors, voilà, je vous ai pris qu'un seul projet, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, mais effectivement, on passera encore plus de temps sur cette leçon. C'est pas que ça serait pas intéressant, mais à un moment donné, je suis forcée quand même d'un petit peu accélérer, parce que c'est pas la seule leçon qu'il nous reste à faire. Et je vais vous montrer quand même le budget, j'ai quand même insisté avec d'autres documents, parce que ça me semble quand même important que vous vous rendiez compte de tous ces sous en fait que l'Union européenne investit pour essayer d'aider les pays, et aussi bien aussi les pays riches. Les projets ne se font pas que dans des pays en difficulté, puisque la France profite aussi de ce projet, c'est dans les deux sens. Donc pour vous rendiez compte des sous qui sont quand même dépensés, parce qu'on n'en parle pas souvent de tout ça, on a tendance à être très critique sur l'Union européenne en disant qu'il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Alors pour le coup quand même j'essaie d'être un peu plus positive et de vous montrer qu'il y a des aspects qui peuvent être effectivement positivés si on peut dire. Donc si on regarde ici quand même le FEDER, c'est 8 milliards d'euros, 1,4 qui sont dépensés pour pouvoir effectivement soutenir ces différents projets dans tous les pays de l'Union européenne. Alors là, il vous développe, je vous ai pris un extrait du site de l'Europe, l'idée c'est quand même de soutenir des projets qui ont un angle d'attaque particulier. C'est tout ce qui va être projet de la recherche, quand c'est des projets tournés vers le développement technologique, tout ce qui est innovation, améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, favoriser le développement des technologies, de l'information et de la communication. Bref, vous l'avez compris, voilà, encore soutenir la transition vers une économie faible et émissions de carbone, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des entreprises qui sont des entreprises entre guillemets vertes, écologiques. Donc là, on va dire que le FEDER soutient vraiment les innovations, c'est-à-dire les projets innovants dans tous les domaines en fait, qui vont vers plus d'innovation technologique ou qui sont dans le domaine du développement durable. Et c'est quand même pas rien, 8,4 milliards d'euros. D'ailleurs, tous les 6 mois, ils sont forcés en fait de faire un état des lieux. Et là, quand je suis allée sur le site, on voit que sur ces 8,4 milliards d'euros, ils avaient consommé 69% en fait de cette somme au 31 décembre 2019. Donc, effectivement, après, cette somme, elle est renouvelée quand on atteint les 100%. Voilà. Et ce fonds, donc le FEDER, qui représente 8,4 milliards d'euros, vous voyez que c'est qu'une partie du fonds de tous les fonds européens. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fonds qui vont venir en aide aux pays européens. Alors je vous en montre un deuxième, parce qu'il n'y a pas que le FEDER qui a été mis en place. Il y a aussi ce qu'on appelle le budget du Fonds social européen, le FSE.
Alors le FSE c'est pareil, l'idée c'est de réduire encore une fois les inégalités. Cette fois-ci son budget est quand même aussi de 5,5 milliards d'euros. Et on voit que là par contre l'idée c'est vraiment de renforcer en fait et d'aider les pays en difficulté ou les régions dans certains par exemple pays riches qui sont en difficulté. C'est pas que les pays pauvres, enfin j'exagère, c'est pas que les pays les plus pauvres de l'Union européenne ou en décalage, c'est aussi des pays riches dont certaines régions peuvent être en difficulté. On l'a vu nous par exemple quand on a étudié la Creuse qui effectivement a été relativement isolée. Ben, il peut y avoir effectivement, tiens, on l'avait vu d'ailleurs avec le parc des Cévennes qui était financé en grande partie par des subventions européennes. Ça, c'est un exemple, effectivement. Nous sommes un pays riche et nous avons bénéficié quand même, en fait, des subventions de l'Union européenne dans ce domaine-là, pour cette région-là, parce qu'effectivement, ça permettait de doper le tourisme et donc d'encourager économiquement cette région. Donc là, c'est quand même l'idée d'inclure tout le monde, d'inclure les régions en difficulté dans des pays riches ou dans des pays pauvres, ou d'aider, on va dire, les pays les plus pauvres de l'Union européenne. Voilà. Donc au final, là vous le voyez aussi, il y a encore d'autres fonds. Sur les 22 milliards, le FSE, ça représente que ça. Et pour l'instant, ils ont dépensé au 31 décembre 2019, je n'ai pas trouvé plus récent. D'ailleurs, le prochain sera en juin. Les prochaines conclusions récentes seront en juin. On atteindra peut-être plus de 84%. Ils ont peut-être dépensé effectivement les 100% qu'ils avaient mis de côté pour ce type de projet. Donc, si on résume, on voit bien qu'il y a quand même vraiment, entre le FEDER et la FSE, ce sont des organismes européens qui ont des fonds qui sont donnés par chaque pays membre de l'Union européenne et qui visent justement à soutenir, à créer de la solidarité, de la cohésion économique et sociale pour renforcer effectivement les liens entre les pays européens, essayer effectivement d'unifier et de réduire les inégalités existantes. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'Européens qui sont membres de l'Union européenne qui sont vent debout, c'est-à-dire qui s'opposent à l'entrée en fait des derniers pays qui sont les plus pauvres de l'Europe, notamment des pays d'Europe de l'Est. Il y en a beaucoup qui disaient l'Europe c'était bien quand c'était encore une Europe à 15. Aujourd'hui, une Union européenne à 27 pays, rien ne fonctionne plus. Et puis on a intégré des pays en difficulté économique, donc du coup ça crée de la compétition entre pays européens. Enfin voilà, ça oblige à donner plus de fonds pour aider ces pays-là, et puis ils ont l'impression de moins en profiter aussi. Donc ça crée en fait des tensions. Et ces gens effectivement qui s'opposent, ces Européens qui s'opposent à l'entrée en fait de futurs pays en difficulté ou qui sont déjà opposés à l'entrée des derniers pays d'Europe de l'Est, on les appelle les eurosceptiques. Alors, on pourrait leur donner raison et tort à la fois. C'est-à-dire qu'en même temps, cette politique en fait du FEDER, du FSE et d'encore d'autres organismes européens qui viennent en aide en fait à ces régions, ces pays qui sont en difficulté à un moment donné, sont quand même des projets qui aboutissent. Alors il faut du temps, ce sont des projets sur parfois une dizaine d'années, mais c'est quand même des projets qui donnent naissance à des projets innovants, à des projets intéressants, des projets sur le développement durable et qui vont aider ces régions. Alors ça ne va pas résoudre tous les problèmes et ça ne va pas gommer du jour au lendemain toutes les inégalités qui existent. Vous le saurez, sinon il n'y aurait plus de pauvres et de riches dans le monde aujourd'hui, s'il suffisait de faire ça. Mais effectivement, ça les réduit ponctuellement dans certains pays, dans certaines régions. Ça permet de relancer effectivement des projets et des économies. Par contre, en même temps, on pourrait dire ils n'ont pas tort non plus parce qu'effectivement, le souci, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des pays européens, et encore plus après le Covid-19, vont rentrer dans une crise économique. Et du coup, ça sera encore plus dur de mettre de l'argent de côté pour pouvoir alimenter le budget du FEDER ou d'alimenter le budget du Fonds social européen, et donc de continuer cette politique de solidarité entre pays de l'Union européenne. Donc finalement, cette politique de rééquilibrage, elle a ses limites aussi. On peut en dire du bien, comme effectivement on peut nuancer en montrant les limites de ce type de politique. Alors côté leçon, donc on est toujours dans notre grand 2. On va rajouter un petit C sur lequel on va mettre réduire les inégalités. Je vous rappelle le petit A, on parlait d'une Europe à géométrie variable. Dans le petit B, on parlait d'une Europe à différentes vitesses. Dans ce petit C, on va essayer effectivement, c'est une sorte de synthèse, de réduire les inégalités en fait que l'on a constaté dans le petit A et dans le petit B. Alors, je lis avec vous et vous faites pause sur la vidéo pour avoir le temps de noter ensuite.
Alors l'Europe est tout à fait consciente en fait des inégalités territoriales, ça c'est notre petit A, et des différences de richesse, notre petit B, entre pays membres. Ça c'est clair, elle en est consciente. Et comme je vous disais, face aux eurosceptiques, plutôt de dire bon ben voilà, on va tout virer ces pays en difficulté, ou on n'en prendra pas d'autres, c'est-à-dire les eurosceptiques, c'est ceux qui remettent en cause donc l'entrée des pays les plus pauvres dans l'UE, elle a choisi, l'Europe, de mettre en place une politique de réduction des inégalités à travers. Donc elle a choisi de lutter plutôt que de renvoyer les pays ou les régions, enfin les pays en difficulté, ou de ne pas soutenir les régions en difficulté. Alors comment justement elle met en place cela? On n'a plus qu'à récapituler ce qu'on a dit tout à l'heure. Déjà par exemple c'est à travers le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui s'efforce donc de rééquilibrer les inégalités territoriales. Et puis il y a le FSE, un Fonds social européen, qui développe d'importantes subventions aussi pour venir en aide aux pays et aux secteurs économiques qui peuvent être affaiblis. Je pourrais vous donner un autre exemple, ça pourrait être, j'aurais pu prendre un autre exemple pour développer que ce soit plus concret pour vous. Je sais pas, par exemple une ancienne région industrielle qui effectivement est tombée en friche, et puis pour essayer de reconvertir tous ces bâtiments abandonnés tombés en friche et les reconvertir dans de nouvelles entreprises, nouvelles activités. Eh bien, s'il y a un projet qui est monté, je sais pas, pour faire un pôle de développement durable, avec des entreprises innovantes, des jeunes start-up, etc., eh bien, cette région pourrait bénéficier effectivement de l'aide de subventions importantes du FSE pour essayer de redoper ces régions qui sont en difficulté. Je nuance quand même à la fin, comme je vous l'ai dit, cette politique de rééquilibrage, elle a ses limites dans justement un contexte de crise économique. D'ailleurs, je fais une correction tout de suite parce que je vois que j'ai eu un petit problème. C'est A, évidemment, c'est avoir des limites, donc on met pas l'accent. Je relance le diaporama. Voilà. Donc, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de noter cette partie. Voilà. Alors on va attaquer enfin la troisième étape du cours, la troisième étape de cette grosse leçon d'histoire-géographie, c'est effectivement, on doit comprendre en dernière étape quel est le poids en fait de l'Union européenne dans la mondialisation. Si je fais plus simple, parce que je sais que ce terme-là vous pose toujours problème, en gros on va essayer de comprendre quel est le poids de l'Union européenne par rapport à l'économie mondiale. Est-ce qu'elle tient tête aux Chinois, aux Américains, où se place-t-elle? Est-ce qu'elle arrive à tenir le rapport de force économiquement? Et puis, est-ce que c'est qu'une puissance économique ou est-ce que c'est aussi une puissance culturelle, une puissance politique, etc. Bon, ça, on l'a déjà un petit peu abordé quand même, surtout l'aspect puissance politique, et on l'a déjà plus ou moins nuancé quand on a fait la leçon sur le monde d'après 1989. Alors, je vous ai montré aussi les limites de la puissance européenne dans certains conflits mondiaux. Alors, il faut quand même faire attention à une chose, parce qu'on va comparer l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est 27 pays et pas un seul. Et si je la compare par exemple à la Chine, la Chine c'est un pays, alors certes c'est un très très grand pays, mais c'est un seul pays. Alors que l'Union européenne, c'est une association économique en fait de 27 pays. Donc c'est pour ça qu'on pourrait nuancer un petit peu les comparaisons qu'on va faire. Alors, je vous ai cherché les chiffres de base, c'est toujours pareil, on cherche à comparer économiquement des pays. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche sur Internet les derniers chiffres du PIB de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis. Donc les chiffres les plus récents que je vous ai trouvés, c'est ceux qui sont sortis en 2017, il n'y a rien de plus récent pour l'instant. Et là on constate donc une première chose. Donc le PIB mondial, pour que ce soit bien clair, je le redis parce que je sais qu'il y en a certains qui oublient toujours, pourtant on l'étudie depuis la 5e, et même avant. Le PIB mondial, je vous rappelle, c'est tout simplement la richesse qui est produite dans un pays au cours d'une année. D'accord? Donc on voit qu'est-ce qui a été produit, qu'est-ce qui a été vendu en un an, et on se rend compte que voilà, ça permet de classer les pays en termes de premier pays économique, deuxième, etc. Alors si on regarde l'UE, en fait, elle arrive à 22% du PIB mondial, mais effectivement elle est derrière les Américains qui sont à 28% du PIB mondial et la Chine qui représente 18% du PIB mondial. Donc l'UE est, on va dire, la deuxième puissance économique mondiale derrière les Américains, mais devant la Chine pour l'instant. Et encore une fois, si on comparait chaque pays européen, c'est sûr qu'on serait tous engloutis par les Chinois. Mais rassemblés ensemble en tant qu'unité économique, l'Europe est devant la Chine.
Ce qui est intéressant, et c'est souvent, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de s'arrêter juste au PIB mondial, pour se rendre bien compte des écarts de niveau de vie qui existent, on peut prendre le PIB mondial, mais cette fois-ci par habitant. Alors qu'est-ce que c'est que le PIB mondial par habitant? C'est tout simplement la somme totale gagnée par chaque pays, et on la divise par le nombre de ses habitants. Et comme ça, on sait en gros, en moyenne, combien gagne en une année un Américain, un Chinois, un Russe ou un Européen. Alors là, vous voyez bien que l'écart est beaucoup plus important. Alors c'est clair, les Américains sont toujours la première puissance économique mondiale, et on voit qu'un Américain, en moyenne, il gagne 52 900 $ par an. Et en comparaison, la France qui était juste derrière, enfin la France, je dis une bêtise, l'Union Européenne qui était juste derrière, par contre là l'écart est important. On n'est pas à la moitié, mais presque à la moitié d'écart. Donc en moyenne, un Européen, il gagne 29 900 € par an. Et alors après, la Chine qui pourtant n'était pas très loin de nous tout à l'heure, là par contre là c'est carrément différent. En Chine, le revenu moyen d'un Chinois c'est 7 846 € par an. Donc vous voyez, c'est extrêmement faible. Elle est même devancée par la Russie qui gagne 9 550 € par an, et alors l'Inde carrément qui est pourtant un géant économique aussi, mais il y a encore énormément de pauvres en Inde, même si c'est un pays émergent comme la Chine, il y a un gros écart quand même entre les Chinois et les Indiens, qui gagnent à peine 1724 € par an. Donc si vous vous rendez compte, c'est même pas le salaire, enfin c'est le salaire, c'est au-delà du salaire moyen d'un Français chaque mois, puisque c'est à peu près 1000 à 1100 € qu'on gagne en fait en moyenne par mois en France. Mais là, c'est carrément leur salaire, on va dire de l'année. Donc on voit bien que quand on regarde le PIB mondial par habitant, là on voit bien qu'il y a des écarts importants. Il n'en demeure pas moins que les positions de chacun de ces acteurs n'ont pas changé. Les Américains restent la première puissance économique, l'UE la deuxième. La Chine, alors là effectivement ne serait plus la deuxième, ne serait plus la troisième, mais la quatrième. Par rapport à son niveau de vie, mais elle talonnerait donc la Russie, et enfin l'Inde, d'accord? Donc, on voit bien, si je reviens sur celui d'avant, voilà, on retrouve quand même ce podium, principalement, même si, dans le détail, on voit bien que les Chinois n'ont pas le même niveau de vie, et pourraient être devancés uniquement par la Russie si on divise par le nombre d'habitants. Troisième document que je voulais vous montrer, c'est que, certes, donc, l'Europe est une puissance économique, mais elle est surtout une puissance commerciale. C'est à ça qu'on voit aussi qu'on est une puissance économique. Et qu'est-ce que c'est qu'une puissance commerciale? C'est le commerce, c'est-à-dire que c'est votre capacité à vendre les produits que vous fabriquez à l'extérieur. Plus vous exportez de produits, plus vous vendez, plus vous enrichissez. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est très simple à comprendre. Donc, effectivement, et c'est là où on voit bien que nous nous faisons littéralement manger et écraser par les Chinois, puisque les Chinois, c'est clairement la première puissance commerciale mondiale, et largement devant, effectivement, on voit bien, elle exporte, c'est-à-dire les Chinois arrivent à vendre chaque année 1895 milliards de dollars de produits chinois dans le monde entier. 1895 milliards de dollars. Donc vous savez, on a parlé effectivement, quand on a parlé du rapport du match, je vous avais mis une vidéo entre les Américains et les Chinois, on avait bien vu que les Américains se faisaient manger tout cru et que les exportations chinoises écrasaient les exportations américaines, donc qui étaient en largement déficit de, je crois, de mémoire 400 milliards et quelques. Par contre, quand même, c'est pas mal. L'Union Européenne exporte quand même chaque année 1744 milliards de produits européens à l'étranger. Ensuite, on a les États-Unis qui cette fois-ci arrivent en troisième position, donc en troisième puissance commerciale mondiale. Et puis, loin derrière, mais c'est un tout petit pays, le Japon avec 583 milliards de dollars exportés chaque année de produits japonais. Donc ici, on retrouve un podium un peu différent. L'Europe est la deuxième puissance commerciale mondiale derrière la Chine. Là, c'est un peu dur de tenir la concurrence. Et elle devance cette fois-ci les Américains en termes d'exportation. Alors je vais nuancer tout de suite un petit peu, c'est que en fait dans ces 1744 milliards de dollars de produits européens vendus à travers le monde, on va dire que plus du tiers de ces produits sont vendus entre pays européens. Donc quelque part en fait, notre balance commerciale elle est dopée par la vente entre pays européens. Ça c'est aussi important et ça compte dans la balance commerciale. Donc on est certes deuxième puissance commerciale, mais on doit pour un tiers de ce chiffre en fait à nos échanges entre nous, entre Européens, on pourrait dire d'échanges intra-communautaires ou intra-européens si vous le voyez écrit un jour dans un texte.
Alors, il faut quand même que j'insiste sur nos points forts. Donc, quels sont les domaines dans lesquels on est en avance? Alors, il faut le savoir que l'Europe est surtout en avance par rapport aux autres acteurs mondiaux, en tout cas des entreprises de taille mondiale, dans tout ce qui est assurance. Par exemple, AXA est un gros groupe mondial. On a aussi tout ce qui est dans les banques. On a dans l'automobile, par exemple, un très gros groupe, Volkswagen. On a dans l'agroalimentaire aussi, avec tout ce qui est production agricole recyclée, etc., et vendu dans les... On peut penser au groupe Carrefour, qui est un géant mondial. On est aussi première puissance agricole mondiale, donc l'Union européenne. Donc là, effectivement, c'est notre très très gros point fort. Il faut dire qu'on a un climat qui s'y prête aussi. Et que la PAC, la politique agricole commune, investit d'énormes subventions en fait pour doper les différents pays et les pousser à innover dans l'agriculture et à produire. Bon, on pourrait en parler parce qu'on pourrait critiquer aussi la PAC, mais c'est pas le moment de le faire ici. Dans quel domaine encore on pourrait en parler? Bon, voilà, c'est les principaux domaines dans lesquels en fait l'Europe exerce, on va dire d'une certaine manière, son hégémonie, ou dans lesquels en fait elle est un concurrent réellement sérieux des Américains ou des Chinois. Alors, côté leçon, donc on va essayer de résumer ces petits points-là. Je pourrais vous rajouter aussi, je ne pouvais pas mettre un document à chaque fois, que l'euro aussi est la deuxième monnaie mondiale derrière le dollar. Donc c'est pas rien non plus. Tout ça en fait montre bel et bien que l'Europe est quand même une puissance économique à part entière. Elle appartient d'ailleurs à ce qu'on appelle encore aujourd'hui la triade. La triade, c'est 3 pôles majeurs. C'est l'Asie avec la Chine et le Japon. C'est d'un autre côté l'Europe de l'Ouest, donc l'Europe, et puis c'est les Américains. Et on les appelle la triade parce qu'ils forment aussi un triangle, et qui sont 3. Voilà. Alors côté leçon, donc cette fois-ci on saute 2 lignes parce qu'on passe à la 3e partie. Donc on va parler effectivement des réalités, mais on va aussi parler des limites, évidemment vers la fin du 3, de la puissance de l'Union européenne dans la mondialisation. La première chose qu'on a montré aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, bon je vous ai mis en plus court à chaque fois, l'UE c'est l'Union européenne, c'est un pôle majeur de la mondialisation. Elle appartient à un des 3 pôles, effectivement, sachant que le premier c'est la Chine et les Américains, et puis nous derrière. Alors on va récapituler ce qu'on vient de dire, c'est que l'Union européenne est bien la 2e puissance économique et financière mondiale. Elle représente, alors on justifie ce qu'on vient de dire, on prend les arguments qu'on a développés tout à l'heure, elle représente 22% du PIB mondial, ce qui est quand même pas rien. Alors elle s'est imposée effectivement, je vous le disais, dans le secteur des banques, des assurances, oui voilà, ce que je vais vous citer, tout ce qui est énergie, le pétrole, etc., un total, qui est un grand groupe mondial, de l'automobile, Volkswagen, des transports aussi, et ça on en a parlé ensemble, j'aurais pu y penser tout à l'heure, les transports, on est très fort dans ce domaine-là, Airbus, de l'agroalimentaire, je vous en ai parlé avec Carrefour, et puis on est la première puissance agricole mondiale, l'Union européenne. Deuxième argument, c'est le 2e exportateur mondial, derrière la Chine, mais effectivement, mais devant les États-Unis. L'euro, je vous l'ai dit tout à l'heure, est la 2e monnaie mondiale, et puis je pourrais rajouter aussi, bon, quand il y avait encore Londres, c'est-à-dire quand il y avait encore les Anglais dans l'Union européenne, Londres était la première bourse mondiale, à un moment donné. Maintenant, effectivement, la bourse de l'Union européenne s'appelle Euronext et elle est classée 7e bourse mondiale. Donc, c'est pas la première, mais c'est pas non plus la dernière. D'accord? Donc, tous ces arguments contribuent à montrer que c'est certain. L'Europe est bien une puissance économique à part entière entre la Chine et les Américains. Dans ce pôle-là, ces 3 pôles, c'est une puissance à part entière. On s'arrêtera là pour aujourd'hui parce qu'il y a quand même 2 traces écrites et puis un certain nombre d'informations à ingérer. Et j'espère que demain, en fait, on finira cette leçon. Je vais continuer de vous parler de ses atouts, mais je vais aussi vous montrer les limites de l'Union européenne en tant que puissance. Voilà. Et j'espère qu'on finira demain. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra commencer une nouvelle leçon. Parce que l'air de rien, j'ai pas compté, mais je crois qu'il nous en reste encore 7-8. Ça a l'air à peine pensable parce qu'on est déjà le 18 mai et qu'en théorie, il resterait même pas un mois et demi. Mais c'est le programme de 3e qui est un véritable fleuve ambulant. Et j'ai beau essayer de synthétiser au maximum les informations, je suis bien forcée de vous faire un minimum de cours, sinon vous allez repartir avec un cerveau de batracien. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis on se retrouve mercredi. Bonne soirée à tout le monde.